Alors, connaître les programmes, c'est une chose. Le point suivant sur lequel je voudrais insister, c'est la nécessité d'avoir un minimum de recul. En fait, voilà, ce qui fait la différence dans les écrits de concours, eh bien, enfin, parmi tout ce qui fait la différence, il y a beaucoup de choses qui font la différence, mais ici, il y a un point sur lequel j'insiste, c'est que vous pouvez montrer que vous mesurez les enjeux du métier que vous prétendez faire. Alors, ce que je dis, ça vaut évidemment surtout pour l'oral, parce que c'est là qu'on vous demandera davantage de parler du métier, peut-être, alors qu'à l'écrit, l'exploitation adaptée, il s'agit là vraiment d'une transposition didactique, mais on la fait beaucoup plus facilement lorsqu'on a une petite idée de ce que c'est que le métier d'enseignant. Et le métier d'enseignant, ça suppose une connaissance du public. Déjà, se faire une petite idée de ce que c'est qu'un élève et quels sont les élèves qu'on a face à soi. Le métier d'enseignant, c'est aussi connaître l'institution qu'on représente, connaître l'institution scolaire et connaître sa place, son rôle, sa fonction dans la société. Le métier enseignant, c'est avoir justement une idée du rôle social ou de la fonction sociale, là pas forcément de l'institution elle-même, mais de l'enseignement de l'histoire et de la géographie, et de l'enseignement moral et civique aussi, qu'il ne faut pas oublier. Et enfin, être enseignant, c'est avoir une petite idée de la complexité du métier. Montrer qu'on a compris que ce n'était pas un métier simple et que c'était un métier qui soulevait de nombreux enjeux. En fait, mettre tout ça en relation, prendre en compte tout cela, c'est être ce qu'on appelle un praticien réflexif. Praticien réflexif, attention, c'est pas un gros mot, hein, c'est assez simple. Un praticien, c'est quelqu'un qui pratique les choses, c'est quelqu'un donc qui fait de l'enseignement, mais réflexif parce qu'il est capable de réfléchir à ce qu'il fait. Il ne se contente pas d'appliquer des règles qu'on lui a demandées, il ne fait pas de l'applicationnisme, il ne se contente pas d'exécuter, ce n'est pas un simple exécutant, c'est quelqu'un qui est capable de prendre du recul, qui est capable de revenir sur ce qu'il fait et qui est capable de produire une vraie réflexion là-dessus. Et une vraie réflexion, ça demande une certaine culture et ça demande du recul, justement. Le problème, enfin, parmi tous les problèmes de l'école française, l'un des problèmes, c'est la tentation qu'on a tous, enseignants comme parents d'élèves, élèves et simples citoyens, la tentation qu'on a de recourir à l'expérience personnelle comme principal repère. Ben oui, ça se comprend, on a tous été élèves, et l'expérience qu'on a eue en plus en tant qu'élève, et on est tous aussi parents d'élèves à un moment ou à un autre de sa vie, mais l'expérience qu'on a eue en tant qu'élève ou en tant que parent d'élève est toujours une expérience très forte. Ça a occupé une grande place dans notre vie, l'enseignement, et particulièrement quand on devient professeur, cette expérience d'élève a souvent inclus une part d'exaltation parce qu'on a très souvent un professeur qui nous a marqué, des cours dont on se souvient, une occasion qu'on a eue de découvrir notre vocation. Et donc, cette expérience personnelle, elle pèse très lourd dans nos représentations, dans les repères qui nous amènent à définir ce que c'est qu'être enseignant. Or, précisément, cette expérience personnelle, elle est bien mauvaise conseillère. Qu'elle nous ait apporté de l'enthousiasme et de l'exaltation, tant mieux. Mais on ne se rend pas toujours compte, quand on se réfère à son expérience personnelle, que cette expérience personnelle, elle comporte beaucoup d'aspects qu'on n'a pas forcément vus ou qu'on a oubliés, parce que ça fait longtemps et parce que depuis, eh bien, on a reconstruit dans notre esprit, on a réinventé cette expérience et ces souvenirs, on a recréé des souvenirs, on a reconstruit des souvenirs, et ces souvenirs ne correspondent pas forcément à la réalité. Et puis la réalité, c'est celle qu'on a vécue, nous. En général, plutôt bons élèves, par le passé, au moins en histoire-géographie, et on oublie peut-être
l'expérience de beaucoup d'autres élèves qui, eux, n'ont pas vécu du tout les choses de la même façon. Je vous donnerai juste un exemple sur le problème de ce recours à l'expérience personnelle. Dans les années 70, il y avait un journal qui avait fait un sondage auprès des parents d'élèves et qui demandait aux parents d'élèves, mais vous-même, quand vous étiez élève, étiez-vous plutôt bon, plutôt moyen, plutôt mauvais élève? Et 75% des parents d'élèves, c'est-à-dire quand même les trois quarts, répondaient qu'ils avaient été plutôt bons élèves. On peut dire, ben, tant mieux, c'est bien, il y avait beaucoup de bons élèves. Oui, enfin, à l'époque, il y avait quand même que entre 30 et 50%, même pas, on était à moins de 50% des élèves qui passaient le bac. Alors, il faudra qu'on m'explique comment, avec 75% de bons élèves, l'école n'amenait que 30% ou 40% de ces élèves à passer le bac. En fait, on se rend compte que les gens ont reconstruit et réinventé leur passé scolaire, et on en est tous là, on le fait tous. Ils se sont réinventés une histoire scolaire. Donc se baser sur cette expérience personnelle, c'est souvent trompeur. D'ailleurs, c'est ça qui amène beaucoup de gens à dire le niveau baisse. Ah bah oui, parce que moi j'étais à mon époque c'était bien mieux, j'étais bon élève, tout le monde était bon élève. Donc maintenant, eh bien, on a l'impression que le niveau baisse. Bon, c'est un des éléments qui amène à répéter ce genre de formule. Donc, prendre du recul, c'est justement se défier de l'expérience personnelle. C'est justement être capable de se référer à autre chose que son expérience personnelle, si forte qu'elle ait pu être. Elle ne rend pas compte forcément de la réalité, elle nous a masqué beaucoup de choses, et il y a beaucoup de choses qu'on découvre quand on est enseignant, dont on ne se rendait pas du tout compte quand on était élève. Il y a aussi beaucoup de choses qu'on ne voit même pas quand on est enseignant, parce qu'on n'a pas forcément le recul nécessaire. Et justement, ce qu'on veut quand on recrute des enseignants, c'est de recruter des gens qui ont ce recul. Et alors, prendre ce recul, eh bien, c'est justement se renseigner un peu sur ce que la recherche a apporté à la connaissance de l'école. Alors on va faire un petit peu de publicité parce que dans les conseils bibliographiques, forcément, je peux difficilement éviter de mettre l'école en perspective, qui est le livre que j'ai sorti à cette rentrée, qui reprend en fait un cours que j'ai fait à des étudiants de deuxième année intéressés par les métiers de l'enseignement, et qui vise à proposer comme l'indique le sous-titre, une brève synthèse des apports récents de la recherche sur les questions éducatives. Voilà, l'idée c'est de mettre l'école en perspective pour aider les gens à prendre du recul et ne pas seulement se référer à leur expérience personnelle. Donc voilà, c'est justement le rôle de ce livre qui a été publié par l'Harmattan. Donc je ne peux évidemment que le conseiller, après c'est à vous de me dire s'il vous a plu ou pas. Et puis il y a beaucoup d'autres livres très intéressants qui paraissent sur les questions éducatives, sur l'école en général, sur le métier enseignant, et je vous conseille de les fréquenter. Juste un conseil, évitez quand même les livres qui ont un titre négatif, qui ont un titre déclinologiste, comme on disait à une époque quand on parlait des déclinologues de l'éducation, des gens qui écrivent des livres surtout pour se plaindre. Il se peut qu'ils disent des vérités, c'est bien possible, mais enfin, il est assez rare que ce soit constructif et que ça apporte des solutions. Donc moi je vous conseille des livres qui font vraiment référence à la recherche. Très souvent ces livres des déclinologues de l'éducation se réfèrent à leur expérience personnelle quand ils étaient bons élèves, et en général ils étaient souvent bons élèves, et ne fait pas référence à la recherche et n'apporte pas de solution aux problèmes qu'ils mettent en évidence. Alors, d'autres livres, moi je vous en donne juste quelques-uns, mais en fait il y en a plein d'autres. Il y en a un qui m'a beaucoup marqué, de Philippe Mérieux. Bon, Philippe Mérieux est une référence dans le domaine de la pédagogie. Faire l'école, faire la classe. Bon, Philippe Mérieux sort au moins un livre par an. Ils sont toujours très intéressants. Bon, celui-là est intéressant parce qu'il pose toute une série de problèmes. C'est vraiment un manuel. Un manuel pour jeunes professeurs, je dirais, pour réfléchir à sa pratique. Et justement, ce qu'on attend d'un enseignant, c'est qu'il soit un praticien réflexif. Bah écoutez, ça tombe plutôt bien. Le
Je vous avais parlé des cahiers pédagogiques. Il a fait un numéro sur l'histoire, mais d'une manière générale, les cahiers pédagogiques abordent très souvent des questions transversales qui valent pour toutes les disciplines et pour tous les niveaux scolaires. Et c'est toujours une revue très très intéressante. Donc abonnez-vous aux cahiers pédagogiques, ou du moins achetez quelques numéros, allez sur le site des cahiers pédagogiques. Il y a vraiment plein de choses très intéressantes, très inspirantes. Il ne vous propose pas des séquences clés en main à appliquer, mais il vous donne des exemples de choses qui ont été faites dans les classes et qui invitent à réfléchir, qui inspirent pour soi-même avoir des idées. Vous avez une autre revue très intéressante, Historien et géographe, c'est la revue faite par l'Association des professeurs d'histoire et de géographie, qui est une revue de grande qualité, qui est écrite, enfin qui fait écrire souvent des universitaires, mais aussi des enseignants de terrain. Et très souvent, elle est associée, enfin les sujets, les dossiers qu'elle choisit sont des dossiers liés au programme. Vous voyez ici l'histoire du monde du travail, vous voyez évidemment le lien avec le programme d'histoire contemporaine. Et puis, oui, je voulais vous citer aussi le site Le Café Pédagogique, hein, qui contient énormément de choses sur les règles, les évolutions réglementaires. Il faut savoir que l'éducation nationale produit énormément de circulaires, de décrets, d'arrêtés, etc. Donc le café pédagogique vous tient un peu au courant et fait une analyse de tout ça. L'actualité éducative en général et beaucoup de choses liées à la pédagogie, au monde de l'université. Bon, il faut aller regarder de temps en temps le café pédagogique, c'est vraiment un site très intéressant. Bref, tout ça, le but c'est de vous construire une culture. Une culture justement pour prendre du recul et ne pas limiter votre culture à votre expérience personnelle, si exaltante qu'elle ait pu être, ou si traumatisante qu'elle ait pu être éventuellement. D'une manière générale, moi je vous invite, dès que ça sera possible, à passer du temps dans la médiathèque de l'INSP. Il y a beaucoup de livres. Alors, il y a un rayon histoire-géographie, passez-y du temps, bien sûr, mais il n'y a pas que le rayon histoire-géographie. Il y a énormément de choses à découvrir, de livres dont vous ne connaissiez même pas l'existence, dont beaucoup de professeurs ne connaissent même pas l'existence, et beaucoup de livres qui sont très inspirants et qui vous invitent à réfléchir, que ce soit sur des problèmes sociologiques, historiques, philosophiques, psychologiques, et tout ce qu'il y a autour de l'école et bien sûr de la didactique. Alors, pour cette séance qui normalement doit durer 3 heures de CM, on va procéder à l'envers. À l'envers, ce que je veux dire par là, c'est que on ne va pas prendre tout de suite, on fera ça plus tard ultérieurement, on ne va pas prendre tout de suite des sujets de concours. Des sujets qui demandent d'imaginer des séquences de cours. Hein. C'est ça l'exploitation adaptée, c'est imaginer une séquence de cours, même si on ne vous demande pas le détail de la séquence, on vous demande d'avoir déjà imaginé un peu la façon dont on allait organiser et présenter les savoirs. Ici, donc dans les sujets de concours, on vous demande d'imaginer les séquences de cours. Or, je crois que c'est assez difficile d'imaginer comme ça des séquences de cours ex nihilo, en partant de rien, d'aucun élément. Et le risque, c'est justement qu'on se base sur notre expérience personnelle, en se disant, bon, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces documents? Ah, moi, je me souviens, j'avais un professeur qui faisait comme ça, tiens, je vais faire pareil. Bon. Et encore une fois, je crois que l'expérience personnelle, il faut faire attention, il faut l'utiliser certes, mais l'utiliser en prenant suffisamment de recul. Et pour prendre du recul, moi, ce que je propose, c'est de prendre des exemples de séquences, des exemples de séquences pédagogiques, et de réfléchir ensemble aux liens que ces séquences peuvent avoir avec un problème historique et géographique et avec les attentes institutionnelles. Je vous rappelle les 3 pôles du triangle, les 3 sommets du triangle, problème historique et géographique, attentes institutionnelles et séquences d'enseignement. Donc je vais vous donner quelques exemples de séquences et vous proposer une réflexion sur les compétences en jeu, sur les notions en jeu. Et donc on va partir de la fin, en fait, on va partir un peu du résultat de l'exploitation adaptée, et même aller au-delà, puisqu'on va partir vraiment de séquences telles que c'est pratiqué dans les classes, donc on va parler de pédagogie, et pas seulement de didactique. Et à partir de là, je vous inviterai à avoir une réflexion didactique. On va procéder à l'envers. Et c'est ce qu'on va faire à partir de la deuxième partie.